Dernière nouvelle, une onde de choc traverse en ce moment même les circuits de renseignement ouest-africains. Un signal classé prioritaire froid, précis, presque impossible à ignorer. Au centre de cette alerte, une hypothèse qui bouleverse l'équilibre des pouvoirs, le président Obiang soutiendrait Paul Biya dans un nouveau complot destiné à arracher Issa Chiroma à son refuge gambien. L'information n'a pas encore franchi les communiqués officiels, mais déjà elle s'impose comme l'un des scénarios les plus déstabilisants de la scène politique africaine contemporaine. Ce qui se joue ici dépasse la trajectoire d'un opposant. C'est le spectre d'une mécanique transnationale mûrie dans les zones les plus opaques de l'État qui se remettrait en marche. Une mécanique capable de franchir les frontières, de neutraliser les garde-fous institutionnels, d'imposer sa logique silencieuse à l'ensemble d'un territoire. La Gambie, jusque-là considérée comme un havre périphérique, se retrouve soudain au cœur d'un bras de fer où se redessinent la souveraineté régionale et les limites du pouvoir. Et tandis que les diplomates resserrent leurs fils, une donnée inédite vient d'apparaître dans le flux crypté des analystes. Si ce nouvel indice est exact, alors ce complot n'est plus une rumeur, il aurait déjà commencé. L'alerte qui secoue aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest ne surgit pas d'une source isolée. Elle s'inscrit dans une configuration beaucoup plus large, où les architectures du pouvoir s'entrecroisent dans un silence lourd, comme si plusieurs capitales avaient simultanément perçu un frémissement anormal dans la profondeur de leur système de sécurité. À première vue, les signaux ressemblent à des bruits de fond habituels, un échange discret entre services, un déplacement diplomatique non annoncé, une vigilance accrue autour de certaines résidences sensibles. Mais assemblés, ces fragments deviennent une matrice cohérente, révélatrice d'un mouvement souterrain. Ce mouvement, c'est l'hypothèse d'un réengagement structuré entre Malabo et Yaoundé, non pas une coopération officielle, mais une convergence tacite entre deux régimes dont les mécanismes de survie reposent depuis des décennies sur un contrôle strict de l'espace politique. Dans ce contexte, l'apparition du nom d'Issa Chiroma, au cœur de plusieurs notes d'analyse, n'a rien d'un détail. Elle marque le retour d'une logique ancienne, neutralisée à l'extérieur, ce qui ne peut plus être contenu à l'intérieur. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir à la nature profonde des États qui composent cette zone charnière entre Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Ce sont des systèmes politiques façonnés par la durée au pouvoir, par la capacité à gérer les rivalités internes et par la maîtrise de réseaux de loyauté qui s'étendent bien au-delà des frontières administratives. L'équato-guinéen Obiang et le Cameroun de Biya incarnent deux versions d'un même modèle, une gouvernance concentrée autour d'un noyau restreint, une sécurité construite comme un rempart et une vision du territoire comme espace à défendre contre toute incertitude. Dans ce schéma, un opposant n'est jamais seulement une voix discordante, il devient un élément de rupture potentielle, porteur de fissures, que les appareils de sécurité cherchent à colmater avant qu'elles ne s'élargissent. La trajectoire de Chiroma prend alors une dimension singulière. Ancien membre du système, devenu critique structuré, ancré dans des régions dont la stabilité demeure un enjeu stratégique, il ne représente pas seulement un discours, il incarne une alternative cognitive dans un moment où le pouvoir central se fragilise. Cette fragilité, précisément, alimente la crise politique Cameroun et reconfigure les calculs des acteurs qui gravitent autour du noyau décisionnel. C'est dans ce climat que les réseaux de renseignement de la sous-région ont observé une série de micro-événements, tous trop circonstanciés, pour n'être que des coïncidences. D'abord, l'intensification de contacts indirects entre certaines cellules sécuritaires de Malabo et de Yaoundé, caractérisées par des canaux généralement réservés aux opérations sensibles. Ensuite, la multiplication d'analyses techniques portant sur les flux migratoires, les mouvements de personnalités en transit et les vulnérabilités frontalières du littoral ouest africain.
Enfin, un regain d'activité autour de dispositifs de surveillance dits contextuels utilisés lorsqu'un État cherche à anticiper les réactions d'un pays voisin. Une constante se dégage la Gambie, apparaît désormais comme point focal non pas en raison de son poids géopolitique, mais précisément parce qu'elle constitue un terrain où les grands équilibres peuvent être déplacés sans provoquer immédiatement une réponse régionale. Sa petite taille, la fragilité de ses institutions et son héritage de transition post-autoritaire en font un espace sensible idéal pour des opérations menées dans la zone grise entre diplomatie et coercition. Les analystes qui suivent ces signaux parlent d'une réactivation de scénarios dormants, expression qui désigne les plans élaborés mais jamais exécutés, laissés en suspens, jusqu'à ce qu'une fenêtre d'opportunité se rouvre. La caractéristique de ces scénarios est leur modularité. Ils peuvent être adaptés à un contexte différent, reconduits avec d'autres acteurs ou réinjectés dans un environnement plus favorable. Dans le cas présent, la relocalisation de Chiroma hors du Nigeria, puis son installation en Gambie, auraient fourni précisément cette fenêtre. Ainsi se forme l'hypothèse d'une architecture en reconstruction, identification de la cible, étude de l'environnement local, cartographie des complicités possibles, évaluation des risques diplomatiques, projection des bénéfices internes. Ce qui donne corps à cette hypothèse, ce n'est pas une preuve isolée, mais la synchronicité de plusieurs dynamiques convergentes, comme si un appareil longtemps endormi retrouvait progressivement son rythme opérationnel. Les services de renseignement n'emploient pas le terme certitude. Ils parlent de probabilité pondérée, un concept désignant des situations où les éléments disponibles ne démontrent pas un acte en cours, mais révèlent la préparation d'un acte possible. Et dans cette catégorie, le dossier Chiroma se démarque désormais de tous les autres. Pourtant, un élément supplémentaire vient complexifier la lecture. Un élément que peu d'analystes avaient anticipé et qui pourrait modifier l'équation entière. Un document anonyme transmis par une source dont la fiabilité reste à évaluer suggère que la première phase de la manœuvre aurait déjà été déclenchée. Voulez-vous poursuivre avec ? Pour saisir l'ampleur de la menace actuelle, il faut remonter au contour d'un dossier que beaucoup croyaient y est clos, la tentative d'exfiltration orchestrée selon plusieurs sources régionales dans le nord du Nigeria. Ce précédent souvent évoqué à demi-mot dans les cercles sécuritaires demeure l'un des épisodes les plus déroutants de l'histoire récente des opérations transfrontalières en Afrique centrale. Non parce qu'il se serait distingué par son audace, bien d'autres opérations secrètes ont traversé la région, mais parce qu'il a révélé une ingénierie politico-sécuritaire capable de redessiner la carte des risques. À l'époque, l'objectif ne se limitait pas à neutraliser un opposant devenu trop informé pour être ignoré. Il s'agissait de construire une illusion complète, dissoudre la disparition de Chiroma dans les fluctuations chaotiques d'un territoire marqué par l'insécurité chronique. L'ossature du plan reposait sur une superposition minutieuse de couches narratives destinées à rendre toute enquête ultérieure quasi impossible. Un groupe d'acteurs devait simuler un rapt mené par une faction armée. D'autres devaient alimenter la fiction à travers de fausses traces, des images calibrées, parfois même des itinéraires montés de toutes pièces. Au sommet, une chaîne décisionnelle discrète, organisée pour que personne ne puisse relier l'ensemble à l'appareil central. Ce n'était pas qu'un enlèvement, c'était une architecture pensée pour s'effacer aussitôt exécutée. Une sorte de brouillard stratégique à la fois dense et intangible, où la disparition d'une cible ne laissait ni récit cohérent, ni responsable identifiable. Dans cette logique, l'enlèvement politique s'inscrit moins comme un acte clandestin isolé que comme un mécanisme récurrent de gestion des menaces. Si le plan a échoué, c'est parce qu'un détail a glissé hors du cadre.
Les services d'un pays voisin ont intercepté un flux d'informations, rien de spectaculaire, juste une anomalie dans le schéma des communications. Ce léger décalage a suffi pour alerter les analystes les plus aguerris qui ont identifié une structure cachée derrière. Ce qui semblait d'abord n'être qu'un bruit. Chiroma, averti à temps, a rompu la continuité du scénario, et lorsque la cible échappe, le dispositif entier se fragilise, exposant ses failles internes. Mais ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas l'échec en soi. C'est ce qu'il a montré l'existence d'une collaboration opérationnelle entre des segments non officiels des appareils sécuritaires camerounais et équato-guinéens. Une collaboration fondée sur la convergence d'intérêts, sur une perception partagée de la menace et sur une vision du pouvoir construite contre l'imprévu. Ce lien, qui n'a jamais été revendiqué, n'a jamais été démenti non plus. Il habite depuis lors les zones d'ombre des analyses régionales. Les enseignements du dossier nigérian sont déterminants pour comprendre l'inquiétude actuelle. Ils révèlent d'abord une capacité d'adaptation. Le plan, bien que mis en échec, comportait suffisamment d'éléments modulables pour être répliqués ailleurs. Ils révèlent ensuite une volonté. Malgré les risques diplomatiques, l'appareil décisionnel n'a pas hésité à envisager une action sur territoire étranger. Enfin, il révèle une méthode agir dans les interstices de la fragmentation sécuritaire régionale, là où les zones frontalières offrent une couverture naturelle. Avec la relocalisation de Chiroma en Gambie, ces trois paramètres se recomposent. Le territoire nigérian saturé de surveillance est marqué par une densité d'acteurs armés présentait des risques difficiles à calibrer. A l'inverse, la Gambie apparaît comme un espace moins complexe, plus lisible, où la géographie politique permet à certains acteurs externes de manœuvrer dans l'ombre. Le pays demeure sensible aux pressions extérieures, encore marqué par les séquelles d'un régime qui a longtemps utilisé ses frontières comme outil de négociation et de survie. Dans cette perspective, l'hypothèse d'une réactivation du schéma initial se renforce. Elle ne reposerait pas sur une reproduction mécanique, mais sur une adaptation, un dispositif plus discret, mieux arrimé aux dynamiques locales, utilisant les failles institutionnelles comme point d'entrée. Ce qui se joue aujourd'hui n'est donc pas la répétition du passé, mais sa translation vers un nouveau théâtre où les protagonistes ont tiré les leçons de leur échec. Les analystes évoquent également une autre dimension, la temporalité. Un plan de cette nature n'émerge pas spontanément. Il exige une maturation, une synchronisation entre plusieurs structures, une justification interne que seuls les cercles les plus fermés peuvent articuler. Le fait que des signaux convergent, réapparaissent maintenant, révèle un point d'inflexion. Quelque chose dans l'équilibre du pouvoir a suffisamment bougé pour rouvrir un dossier que l'on croyait gelé. Un fait intrigue, particulièrement une série d'évaluations sécuritaires menées récemment dans la sous-région porte sur les corridors reliant le Sénégal, la Gambie et le sud de la Mauritanie. Ces évaluations sont trop précises, trop ciblées pour n'être que de routine. Elles indiquent un intérêt spécifique pour une zone où les mobilités humaines, politiques et économiques peuvent être observées sans attirer l'attention. Dans les coulisses diplomatiques, certains parlent d'une opacité active, une façon de décrire les moments où l'absence d'information est elle-même une information. Lorsque les flux se raréfient, lorsque les réseaux habituels deviennent silencieux, lorsque les signaux se réduisent à des données brutes, c'est souvent que quelque chose se prépare. Or, c'est précisément ce silence qui domine depuis quelques jours. Un déplacement discret enregistré au crépuscule dans le couloir sénégalo-gambien suggère que la ligne d'action pourrait déjà être en train de se refermer autour de sa cible. Au premier regard, la Gambie semble n'avoir ni la densité stratégique, ni l'héritage institutionnel suffisant pour devenir le théâtre d'un bras de fer entre deux des régimes les plus durables d'Afrique centrale.
Pourtant, c'est précisément cette apparence de vulnérabilité qui en fait aujourd'hui un espace décisif. Un territoire court, un corridor littoral fragile, un appareil d'État encore en reconstruction après 2 décennies de centralisation autoritaire, l'ensemble compose un environnement où un mouvement extérieur peut se dissimuler sous la surface sans provoquer immédiatement l'attention internationale. Ce qui frappe les analystes dans cette affaire, ce n'est pas la présence de Chiroma en soi, mais l'effet de déplacement géopolitique qu'elle génère. En se réfugiant à Banjul, l'opposant est sorti du rayon d'influence directe du Nigeria pour entrer dans une sphère où les configurations de pouvoir sont radicalement différentes. La Gambie, enclavée dans le Sénégal, dépendante de ses alliances régionales et de sa position entre plusieurs pôles d'influence, devient de fait un territoire où la moindre variation suscite un rééquilibrage diplomatique immédiat. Les foules discrètes qui longent le fleuve les quartiers gouvernementaux, où la routine administrative masque à peine une inquiétude croissante les bâtiments ministériels, où s'allongent les briefings de sécurité, tout indique que le pays a été propulsé dans une dynamique qui le dépasse. Le passé récent joue ici un rôle central. L'ombre longue du régime de Yahya Jammeh continue de hanter les couloirs institutionnels. Non parce que ces bastions subsistent, mais parce que les failles qu'il a laissées n'ont jamais été complètement refermées. Dans un tel cadre, l'arrivée d'une figure politique en rupture avec un autre État autoritaire agit comme un catalyseur. Elle rend visibles les limites d'un appareil sécuritaire encore fragile, met à l'épreuve la capacité de l'État à protéger ceux qui demandent chien de refuge et expose la vulnérabilité géopolitique d'un territoire où chaque tension externe devient un choc interne. À cette vulnérabilité structurelle s'ajoute une donnée beaucoup plus inquiétante, la présence d'un acteur régional doté d'une influence disproportionnée par rapport à sa taille. L'équato-guinéen n'est pas seulement l'un des régimes les plus centralisés du continent, elle contrôle également un réseau d'outils de sécurité transnationaux dont l'impact réel est rarement mesuré publiquement. Le centre de coordination du renseignement de l'Union africaine, financé et fortement orienté par Malabo, constitue l'illustration la plus claire de ce pouvoir discret. Sous le vernis de la coopération continentale, il permet à l'équato-guinéen de capter une part significative des flux d'informations relatifs aux mouvements de dissidence de figures politiques en exil et de réseaux contestataires. Dans ce contexte, la localisation de Chiroma en Gambie crée une ligne de tension nouvelle. Non seulement elle le place dans une zone où les institutions restent malléables, mais elle l'inscrit également dans le champ d'observation d'une structure sécuritaire régionale qui n'a jamais cessé de privilégier l'intervention préventive. Pour les stratèges qui travaillent sur les dynamiques de pouvoir en Afrique centrale, l'affaire présente ainsi une configuration particulièrement sensible, une cible considérée comme hautement stratégique, installée dans un espace fragile sous le regard d'un appareil sécuritaire capable d'agir en réseau. Les signaux actuellement observés renforcent ce diagnostic. Plusieurs déplacements diplomatiques discrets ont été notés trop rapprochés, trop inhabituels pour relever de simples routines administratives. Certaines réunions prévues de longue date ont été avancées sans explication. Des zones de surveillance côtière ont été renforcées, mais sans qu'aucune menace maritime ne soit évoquée. Ce sont ces anomalies périphériques qui attirent l'attention des analystes. Elles ne constituent pas des preuves, mais elles jumellent avec des modèles historiquement associés à la préparation d'actions extraterritoriales. À Banjul, même, les comportements institutionnels ont changé de rythme. Les ministères autrefois peu exposés aux questions de sécurité se coordonnent désormais avec une intensité inhabituelle. Les services de l'immigration appliquent des contrôles plus stricts, tandis que certains points d'entrée secondaires ont été partiellement réorganisés. Une atmosphère de tension feutrée traverse les élites administratives, comme si chacun avait perçu sans pouvoir le dire publiquement que la Gambie
pourrait devenir la scène d'un affrontement qu'elle n'a ni initié ni désiré. Cette tension se diffuse dans l'espace social. Les marchés bruissent de rumeurs, les chauffeurs de transport public signalent sur des mouvements inhabituels, les communautés frontalières du Sénégal évoquent des arrivées nocturnes qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Dans une région où l'information circule souvent par capillarité plutôt que par institution, ces murmures constituent des indicateurs précieux. Ils montrent que quelque chose encore indistinct se déplace. Plus troublant encore, certains analystes signalent des interactions subtiles entre les services de sécurité gambiens et des intermédiaires inconnus opérant à la frontière du renseignement formel. Ces interactions n'apparaissent dans aucun document officiel, mais elles laissent entrevoir que des acteurs extérieurs pourraient déjà chercher à mesurer la résistance institutionnelle du pays. À mesure que ces indices s'accumulent, une hypothèse s'impose. Si une opération se prépare, elle ne sera pas spectaculaire. Elle sera calibrée pour se fondre dans le paysage, pour utiliser les zones neutres, pour se déployer à l'intersection de plusieurs juridictions, de sorte que personne ne puisse en assumer la responsabilité. Pourtant, un événement inattendu vient brusquer les équilibres. Une communication diplomatique envoyée hors des circuits habituels modifie brutalement la lecture de la situation et pourrait révéler l'existence d'un troisième acteur dans l'équation. Si une action ciblée contre Chiroma devait être menée, qu'elle réussisse ou non, les répercussions dépasseraient instantanément les frontières gambiennes. Elle se propage comme une onde de choc dans un espace politique déjà fracturé, révélant la vulnérabilité des structures étatiques face aux tensions qui montent dans toute l'Afrique centrale et occidentale. Le simple soupçon d'une opération clandestine menée par des acteurs étatiques remettrait en cause l'architecture fragile sur laquelle reposent les mécanismes de confiance régionale. Au Cameroun, les effets seraient immédiats. La disparition d'une figure aussi symbolique ne serait jamais interprétée comme un incident isolé. Elle raviverait les fractures internes, alimenterait les rivalités au sein des élites et cristalliser la perception d'un pouvoir qui se replie sur la coercition lorsque ses certitudes vacillent. Dans un pays où les lignes de loyauté se redessinent silencieusement, un événement d'une telle portée pourrait précipiter les recompositions que l'appareil central tente précisément d'éviter. Au-delà de la scène interne, se poserait la question de la réaction des organisations régionales. L'ECOSOC, qui maintient son autorité dans un environnement de plus en plus instable, serait confronté à une situation paradoxale: défendre l'intégrité territoriale de l'un de ses membres, tout en évitant l'escalade avec des États non membres, mais puissants dans l'espace continental. Une intervention diplomatique trop timide serait perçue comme un signe de faiblesse, mais une condamnation trop ferme risquerait d'ouvrir un bras de fer dont les conséquences seraient difficiles à contenir. Quant à l'Union africaine, elle se retrouverait face à une contradiction structurelle. Les mécanismes de coopération sécuritaire qu'elle encadre sont précisément ceux que certains États pourraient instrumentaliser. Dénoncer l'opération reviendrait à remettre en cause le système qu'elle cautionne. Se taire reviendrait à légitimer une brèche dangereuse dans la doctrine de non-ingérence. Mais c'est peut-être la Gambie qui paierait le prix le plus lourd. Un incident sur son sol ne serait pas seulement un affront diplomatique, il érodant la confiance encore fragile entre l'État et sa population, réveillerait les traumatismes de l'ère jamais et exposerait Banjul à la perception d'un pays où les protections promises peuvent se fissurer sous la pression extérieure. Une telle fracture pourrait suffire à reconfigurer les alliances internes, à fragiliser le gouvernement et à ouvrir la voie à des tensions sociales difficilement réversibles. Pourtant, les conséquences strictement politiques ne sont qu'une partie du tableau, car un détail dans la communication diplomatique évoquée précédemment laisse entendre que le jeu pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît. Un acteur extérieur jusqu'ici absent des analyses
aurait laissé une empreinte subtile dans l'échange confidentiel, une empreinte capable de renverser toute la lecture stratégique de la situation. L'irruption possible d'un acteur tiers dans l'équation bouleverse les paramètres du dossier, car si les signaux diplomatiques détectés semblent contourner les circuits habituels, ils révèlent surtout un phénomène profondément ancré dans l'histoire récente du continent. La tendance croissante des puissances extérieures à intervenir non par des déclarations spectaculaires, mais par des ajustements discrets destinés à préserver leurs propres équilibres stratégiques. Le cas Chiroma, loin de n'être qu'un contentieux interne à l'Afrique centrale, s'inscrit désormais dans un environnement géopolitique global où les priorités concurrentes se superposent. Les États-Unis, dont l'empreinte sécuritaire reste déterminante dans le golfe de Guinée, observent la situation avec une prudence calculée. Leur préoccupation principale n'est pas la personnalité impliquée, mais ce que l'affaire révèle, la possible extension d'appareils sécuritaires nationaux au-delà de leurs frontières, dans une zone où Washington tente de maintenir un équilibre entre lutte contre les menaces transnationales et stabilité politique locale. Tout incident en Gambie, aussi discret soit-il, pourrait remettre en question cette stratégie, car il signalait que les dynamiques d'ingérence régionale échappent désormais aux mécanismes de dissuasion informels qui structurent jusqu'ici la région. L'Union européenne, elle se trouve prise entre ses engagements en faveur de la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest et la nécessité de préserver des relations diplomatiques fonctionnelles avec des États jugés essentiels à sa sécurité énergétique et migratoire. Les capitales européennes scrutent déjà les ramifications possibles d'un incident sur sol gambien, rupture de confiance institutionnelle, contestation interne, montée des discours souverainistes, pression accrue sur les corridors humanitaires et sur la coopération policière. À Bruxelles, certains craignent qu'un précédent de ce type n'encourage d'autres régimes à tester les limites de ce qui reste encore appelable un ordre régional. Quant à l'Union africaine, elle affronte une contradiction particulièrement aiguë. En apparence, sa doctrine condamne toute violation de souveraineté. En pratique, certaines de ces structures sécuritaires se trouvent influencées par les États mêmes qui pourraient être impliqués dans l'affaire. Cette tension interne explique le silence inhabituel qui accompagne les premiers signaux de la crise, un silence lourd, porteur d'interrogations révélateur des zones d'ambiguïté qui persistent dans les mécanismes continentaux de gouvernance. Toutefois, c'est au sein même de la sous-région que les réactions les plus significatives émergent. Le Sénégal, pivot stratégique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, sait qu'une déstabilisation gambienne ouvrirait une brèche aux conséquences imprévisibles pour la stabilité du littoral atlantique. Le Nigeria, déjà confronté à des défis internes majeurs, perçoit avec inquiétude la résurgence de méthodes extraterritoriales qu'il avait tenté de contenir sur son propre territoire. À mesure que cette inquiétude s'étend, un constat s'impose: la moindre action dans ce dossier pourrait provoquer un réalignement discret mais profond des priorités stratégiques régionales. L'affaire dépasse désormais les trajectoires individuelles, elle pose la question des limites de la puissance du rôle réel des institutions et de la capacité des États à contenir des dynamiques qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Pourtant, au cœur de ce paysage mouvant, une information récemment communiquée aux chancelleries européennes introduit une rupture inattendue. Un signal crypté attribué à une entité non identifiée, indiquerait que le temps disponible pour empêcher l'escalade serait plus court que prévu. À mesure que les signaux convergent, l'affaire Chiroma dévoile une vérité dérangeante. Ce qui semblait n'être qu'un épisode marginal s'est mué en révélateur d'un basculement continental. La Gambie, petite nation enchâssée dans le tissu ouest-africain, se trouve désormais placée devant une question qui dépasse largement sa propre géographie,
Peut-elle résister à la pression combinée d'appareils sécuritaires qui, lorsqu'ils se réactivent, défient jusqu'aux frontières symboliques du droit international? L'éventualité d'un enlèvement politique n'est plus une hypothèse isolée.